Je m'appelle Karim, j'ai 34 ans, et avant tout ça, j'étais quelqu'un de parfaitement banal. Je travaillais comme technicien informatique dans une petite boîte sans intérêt. Je passais mes soirées à scroller sur mon téléphone, et mes week-ends à prétendre que je rechargeais les batteries en restant affalé sur le canapé. Rien d'exceptionnel, rien de dramatique. Juste une vie neutre, grise, oubliable. Le seul truc un peu différent chez moi, c'était la randonnée. Je ne suis pas un grand sportif, mais marcher en forêt, sentir l'odeur de l'humus, des pins, le craquement des branches sous les chaussures, ça m'a toujours fait du bien. Ça me donnait l'impression, au moins, pendant quelques heures, d'échapper à cette sensation d'être coincé dans une vie qui ne m'appartenait pas. C'est mon ami Sanir qui m'a parlé pour la première fois du sentier de Black Pine. « Frère, tu connais pas Black Pine Loop ? C'est un ancien circuit. Personne n'y va. Il paraît que c'est super silencieux. Tu vas kiffer, toi qui cherches le calme. » On était attablés à la terrasse d'un café, un samedi après-midi. Samir rigolait, fumait, parlait fort, comme d'habitude. Lui, c'était l'inverse de moi. Toujours entouré de monde, toujours quelque chose à raconter, toujours une anecdote débile ou une histoire improbable. « Et toi, t'y es déjà allé ?» je lui ai demandé. « Non, jamais, mais j'ai vu un vieux forum où des mecs en parlaient. Ça a l'air un peu glauque, en vrai. Il y en a un qui disait que la forêt là-bas est malade. Il avait dit ça sur le ton de la blague, mais le mot m'était resté. Malade. Je rentrais d'une semaine particulièrement épuisante. Notre chef, Olivier, avait décidé qu'il fallait moderniser les processus. En pratique, ça voulait dire plus de boulot, plus de réunions, plus de stress, pour le même salaire. Ma mère m'appelait souvent pour me répéter que je devais penser à me marier un jour. Et mon ex, Julie, m'avait envoyé un message sec pour me dire qu'elle allait se fiancer. Avec un autre. Bien sûr. Alors quand j'ai cherché sur la carte Black Pine Loop et que j'ai vu ce petit ruban de sentier perdu, au milieu d'une grande tache verte, loin de tout, ça m'a parlé. Un endroit dont personne ne se soucie. Un endroit oublié. Comme moi. Le dimanche matin, je me suis levé tôt. Ce qui était déjà un exploit. J'ai pris un sac, une bouteille d'eau, un sandwich, mon vieux couteau suisse, et j'ai conduit jusqu'au point indiqué sur la carte. La route devenait de plus en plus étroite, les maisons se faisaient rares, puis plus du tout. Les arbres se rapprochaient de la chaussée, leurs branches formant parfois une sorte de tunnel naturel. Quand j'ai finalement vu le petit parking de gravier, j'ai coupé le moteur et j'ai écouté. Silence. Il y avait un vieux panneau en bois, penché, avec le nom du sentier à moitié effacé. Black Pine Loop, Trail Closed. Quelqu'un avait rajouté au marqueur en dessous, seulement pour ceux qui n'ont peur de rien, avec un smiley idiot. J'ai souri malgré moi. Je n'avais pas spécialement peur de la forêt. J'avais plutôt peur de ma propre vie. J'ai verrouillé la voiture, mis mon sac sur le dos, et je suis entré dans les bois. Au début, tout était normal. Le sol était couvert d'aiguilles de pin. Ça sentait la résine et la terre humide. Les troncs se dressaient droits, robustes, un peu comme les randonnées que j'avais déjà faites. J'entendais quelques oiseaux. Le vent qui froissait les feuilles, un corbeau au loin. Rien d'étrange. Je marchais en rythme, ma respiration se calait sur mes pas. 1, 2, 1, 2. La forêt s'épaississait un peu, mais le sentier restait visible. Un moment, je me suis arrêté pour boire. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone. Il affichait 10h13. Je me souviens très bien de ce chiffre. C'est la dernière heure dont je me souviens clairement. Je me suis remise en marche. Et progressivement, quelque chose a changé. D'abord, ce fut presque imperceptible. Comme si le bruit diminuait doucement. Les oiseaux se sont tus. Le vent ne remuait plus vraiment les branches. C'était subtil, mais réel. Mes pas, eux aussi semblaient, étouffés. Comme si le sol devenait moelleux, absorbant tout. Les arbres, eux, avaient commencé à changer de forme. Certains devenaient plus fins, plus tordus. Leur écorce prenait une teinte grisâtre, maladive. Le verre autour de moi semblait délavé. Je me suis dit, c'est peut-être une zone malade, un parasite, un champignon. Je voulais une explication rationnelle. C'était plus rassurant. Et puis je me suis arrêté net. Parce que tout à coup, il n'y avait plus aucun son. Plus rien. Pas un insecte, pas un oiseau, pas même le bruissement de ma veste quand je bougeais. J'ai fait un pas en avant. Je ne l'ai pas entendu. J'ai baissé les yeux. Je voyais mon pied écraser des brindilles, des feuilles sèches. Je voyais la branche se casser. Mais j'entendais rien. Absolument rien. C'était comme si quelqu'un avait coupé le seau du monde. Une sueur froide m'a glacé le dos. J'ai essayé de tousser, juste pour me rassurer. Ma poitrine a bougé, ma gorge a vibré. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Ma toux était muette. J'étais dans un endroit,
où même ma propre existence ne faisait pas de bruit. Je me suis retourné pour faire demi-tour. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Pas vu, pas entendu. Senti. Une présence derrière moi. Comme quand quelqu'un se tient trop près de ta nuque, sans te toucher, mais que tu le sens. Une pression dans l'air. Une densité. Une intention. J'ai voulu me convaincre que ce n'était rien. Que c'était mon imagination. Que ce silence me montait à la tête. Je n'ai pas osé me retourner tout de suite. J'ai avancé de 2 pas. Le silence était total, écrasant, presque douloureux. Puis, je l'ai vu. Devant moi, entre 2 troncs tordus, la lumière semblait manger. Il y avait une forme, une tache noire. Pas noire comme une ombre ordinaire, mais noire comme un trou. Comme si quelqu'un avait découpé un morceau de réalité. Pas de contour net, pas de bras, pas de jambes, juste une masse sombre, vaguement ovale, suspendue à hauteur d'homme. Et pourtant, j'étais certain qu'elle me regardait. C'était une certitude viscérale, animale. À chaque fraction de seconde, j'avais l'impression que des morceaux de moi glissaient vers elle. Je me suis mis à reculer, sans bruit. Mon cœur battait à tout rompre, mais je ne l'entendais pas. J'ai eu la sensation que des images tombaient de ma mémoire. Le visage de mon instituteur en primaire, le nom de ma première école, des détails s'effaçaient. Je le sentais littéralement. La masse noire a avancé d'1 centimètre, juste un, et j'ai senti un gros morceau de ma vie se dissoudre. Une soirée avec Julie, un appel avec mon père, un fou rire avec Samir. Disparu. Intact dans le cœur, mais flou dans la tête, alors j'ai paniqué. Je me suis retourné pour fuir. Mais quelque chose de glacial a effleuré ma nuque. Comme une main qui ne serait pas une main. J'ai voulu crier. Rien. J'ai voulu courir. Mes jambes ont flanché. Puis, plus rien. Un noir total. Pas un simple évanouissement. Un trou. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais couché sur le siège conducteur de ma voiture. Le volant juste devant moi. Le moteur allumé. La radio éteinte. Il faisait presque nuit dehors. Le ciel était violet. Les arbres découpés en silhouettes sombres autour du parking. J'ai sursauté, me redressant trop vite. Un vertige m'a pris. Mes mains tremblaient. Ma gorge était sèche. Il faisait chaud dans l'habitacle. L'air sentait un mélange bizarre. Sueur, plastique et un parfum doux. Étranger, comme une fleur inconnue. J'ai vérifié l'heure sur le tableau de bord. 19h42. Je me souvenais être entré dans la forêt un peu après 10h. Il manquait presque 9 heures dans ma mémoire. Non, 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 non. J'ai touché mon visage, mon cou, mes bras. Pas de blessure apparente. Mais sur la vitre avant, il y avait des traces de mains. Plusieurs. Certaines plus petites, plus fines, comme des mains féminines. D'autres plus allongées. Et je savais très bien que je ne m'étais pas amusé à faire ça. Je me suis dépêché de quitter le parking. La route du retour était floue, irréelle. J'avais l'impression de conduire en pilotage automatique. Le monde autour de moi semblait légèrement décalé, les couleurs moins vives. Les gens que je croisais dans leur voiture me paraissaient irréels. Je suis rentré chez moi sans vraiment m'en rendre compte. J'ai garé la voiture, monté les escaliers, ouvert la porte de mon appartement. Tout était à sa place. Le canapé, la table basse, la vaisselle sale dans l'évier. Comme si de rien n'était. Mais quelque chose en moi n'était plus à sa place. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Quand je fermais les yeux, je revoyais cette masse noire qui avançait et des morceaux de ma vie qui se dissolvaient. À un moment, j'ai cru entendre un murmure dans ma chambre, tout près de moi. Une voix de femme, très douce, presque caressante, qui disait « Tu m'as senti ». J'ai allumé la lumière au sursaut. Personne, mais le parfum étrange de la voiture flottait maintenant dans ma chambre, les jours suivants. J'ai essayé de reprendre une vie normale, d'aller au travail, de faire comme si de rien n'était. Olivier me faisait des remarques parce que j'étais dans la lune. Samir m'appelait pour une soirée, un match, une pizza. Ma mère m'envoyait des messages pour me dire qu'elle avait vu une fille très bien pour moi à la mosquée. Et moi, j'étais là, physiquement, mais je me sentais déplacé, détaché de tout. Comme si une partie de moi était restée dans la forêt. Les trous dans ma mémoire étaient toujours là. Quand je me concentrais, j'arrivais à sentir l'absence d'heures entières. Je me revoyais marcher, puis la voiture. Entre les deux, vide. Et puis les rêves ont commencé. Le premier, je m'en souviens avec précision. Je me tenais dans une salle immense, sombre, éclairée uniquement par des flammes bleu pâle, posées sur des colonnes de pierre noire. Le sol était comme un miroir, réfléchissant les lèvres de feu. L'air était lourd, parfumé, presque sucré. Devant moi, à une dizaine de mètres, il y avait un trône.
Un trône d'os et d'or, surélevé par 3 marches. Sur ce trône était assise une femme. Belle n'est même pas le mot. C'était déconcertant. Ses cheveux tombaient jusqu'à ses hanches, noirs comme l'encre. Sa peau était pâle, légèrement luminescente. Ses yeux étaient d'un vert profond, mais un vert qui semblait emmener vers le fond de quelque chose sans fin. Elle portait une robe blanche, légère, qui ondulait sans vent. Autour d'elle, des silhouettes floues, agenouillées, le front posé au sol. Je savais sans qu'on me le dise que ce n'étaient pas des humains. Elle m'a regardé. Elle a souri. « Enfin, tu es là », a-t-elle dit d'une voix incroyablement douce. Une voix qui semblait entrer directement dans mon crâne sans passer par mes oreilles. Où suis-je ? Ai-je réussi à articuler ? Elle s'est levée du trône. Sa démarche était parfaitement fluide, glissant presque. Elle s'est approchée de moi, jusqu'à être à portée de main. Dans un lieu entre ton monde et le mien, Karim. Elle connaissait mon nom. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse au fond de moi. Elle a penché la tête, ses longs cheveux, suivant le mouvement, comme un rideau d'ombre. « Je suis Liara, fille du roi d'Arar, reine de la 6e cour des djinns. » Elle a marqué une pause, ses yeux plantés dans les miens. « Et toi, tu es mon époux. » Je me suis mis à rire nerveusement. C'est un rêve, c'est juste un rêve. Elle a souri un peu plus et a levé une main. Sa main s'est posée sur ma poitrine. Je jure que j'ai senti la chaleur de sa paume, la texture de sa peau, et une vague de frissons est montée le long de ma colonne vertébrale. « Tu dis ça parce que ça te rassure », a-t-elle chuchoté. Mais tu sais très bien que ce n'est pas qu'un simple rêve. Derrière elle, les silhouettes floues se sont redressées légèrement. J'ai distingué des formes élancées, des yeux lumineux, des cornes, des ailes, des bras trop longs. Une armée difforme, silencieuse, prosternée. « Pourquoi moi ?» ai-je demandé. « Je suis personne. » « Justement, » a-t-elle répondu, « tu es invisible dans ton monde. Personne ne t'écoute. Personne ne t'attend. Tu n'as ni femme, ni enfant, ni royaume. » Elle a rapproché son visage du mien. « C'est parfait. » Je me suis réveillé en sursaut, couvert de sueur. Et le pire, ce n'était pas le cauchemar en lui-même. Le pire, c'était le sentiment de manque que j'ai ressenti quand j'ai ouvert les yeux, comme si j'avais été arraché à quelque chose de confortable. Dès le lendemain, j'ai commencé à revoir Liara chaque nuit, parfois dans le même hall, parfois dans des jardins impossibles avec des plantes qui chantaient. Des rivières qui coulaient à l'envers, des arbres faits de verre noir, toujours entourés de ses serviteurs, toujours plus proches, plus familières. Elle parlait, beaucoup. Elle me racontait des choses sur l'autre côté, sur les cours des djinns, sur son père, le roi d'Aar, tyran respecté et craint, sur les pactes anciens, les échanges, les promesses entre notre monde et le sien. Mais surtout, elle me parlait de moi. Elle savait des choses que je n'avais jamais dites à personne. Mon humiliation le jour où un prof m'avait traité de transparent. La fois où mon père avait dit, en pensant que je ne l'entendais pas, que je n'avais pas la carrure pour la vie. La sensation écrasante d'être spectateur de ma propre existence. « Tu es plus que ça », me disait-elle. « Tu n'es pas fait pour ramper dans les couloirs éclairés au néon de ton bureau. Tu es fait pour commander. » C'était stupide, c'était dangereux, c'était terriblement séduisant. Plus le temps passait, plus j'avais l'impression de vivre dans 2 réalités. Le jour, Karim, technicien invisible, cerne, café tiède, mail sans fin. La nuit, l'époux de Liara, invité dans un monde d'ombre et de flammes bleues, traité avec respect par des créatures qui se prosternaient en murmurant « Seigneur ». Je commençais à attendre la nuit avec impatience, à avoir envie de dormir, même si je savais au fond de moi que c'était malsain. Samir le remarqua. « Ça va pas, toi ? Tu fais peur. T'es devenu tout pâle, frère. Tu dors la nuit ou quoi ? T'es possédé ?» disait-il en rigolant. Je répondais vaguement. J'évitais. Comment lui expliquer ? Oui, j'ai l'air crevé. Normal. Je passe mes nuits à discuter avec une reine des djinns qui veut faire de moi son mari. Même moi, je ne me serais pas cru. Une fois, je me suis décidé à aller voir un médecin. Il m'a posé des questions, m'a prescrit des analyses, puis a dit « Vous faites probablement une sorte de syndrome anxieux avec trouble du sommeil. Restez éloigné des écrans le soir, faites un peu de sport, et on verra si ça passe. » Il n'avait pas vu une seule des nuits où je marchais aux côtés de Liara, où je posais la main sur des murs vivants, où je lisais des symboles qui brûlaient sans feu. Comment aurait-il pu comprendre ? Un soir, après une journée particulièrement horrible au travail, j'ai craqué. Olivier m'avait humilié devant tout le monde parce que j'avais oublié d'envoyer un rapport. Julie avait posté sur les réseaux des photos de ses fiançailles. Ma mère m'avait envoyé un message vocal d'1 minute 30 pour me dire qu'elle priait pour que je me réveille enfin. Je suis rentré chez moi, j'ai posé mon sac et j'ai bu. D'abord un verre, puis 2, puis 3.
Le whisky brûlait, mais j'en voulais plus. Je voulais ne plus penser, ne plus être moi. Je me suis affalé sur le canapé, bouteille à la main, yeux à demi fermés. C'est là que je l'ai dit. Viens, Liara, viens. Je l'ai dit sans réfléchir, sans cérémonie, sans intention. Une demi-invocation, murmurée entre deux gorgées, juste pour voir, juste pour sentir un petit peu de ce pouvoir qui m'entourait la nuit. L'air dans le salon a changé. La température a chuté de plusieurs degrés d'un coup. Mon souffle est devenu visible, comme si j'étais dehors en hiver. Le whisky dans mon verre s'est mis à vibrer légèrement. Les rideaux ont bougé, mais je n'avais pas ouvert la fenêtre. Un parfum familier s'est répandu dans la pièce. Le parfum du hall aux flammes bleues. Je me suis redressé, le cœur au bord des lèvres. Liara, la lumière du plafonnier a vacillé. Une fois, 2 fois, 3, puis elle s'est stabilisée. Et elle était là, debout, au milieu de mon salon, comme si elle avait toujours été faite pour s'y trouver. Elle portait une robe blanche qui effleurait le sol. Sa peau diffusait une clarté douce, ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. Ses yeux verts brillaient comme 2 pierres précieuses. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point elle était réelle. Elle faisait partie de l'air, du sol, de la lumière. Ce n'était plus un rêve, je le sentais jusque dans mes os. « Tu m'as appelé », a-t-elle dit. Sa voix résonnait dans ma tête, mais aussi dans mes oreilles, double, enveloppante. « C'est pas possible », ai-je balbutié. Elle a souri. « Tout ce qui existe dans ton esprit existe quelque part, Karim. » Elle a avancé, lentement, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le parquet. Elle s'est assise en face de moi, sur le fauteuil, comme si c'était chez elle. « Tu as bu » a-t-elle remarqué. « Beaucoup. »« Et alors ?» ?»« Les barrières sont plus faibles, a-t-elle dit. Entre ton monde et le mien, entre ta peur et ton désir. » Elle a posé un coude sur la coudoir, appuyant légèrement sa joue contre sa main. « Karim, es-tu fatigué de cette vie ?» La question m'a transpercé. J'ai pensé à mon bureau, à Olivier, à Julie, à ma mère, à moi-même qui me regardais dans le miroir, avec des cernes de plus en plus marquées. « Oui », ai-je répondu, sans réfléchir. « Oui. » Liara s'est redressée, ses yeux s'illuminant d'une intensité nouvelle. « Alors écoute-moi. » Sa voix est devenue plus grave, plus solennelle. « Viens avec moi, dans notre monde. Laisse ce monde derrière toi. » Elle a levé une main et derrière elle, dans le mur de mon salon, une sorte de fissure lumineuse est apparue, comme un trait de lumière qui s'ouvrait lentement en forme d'ovale. De l'autre côté, je distinguais de l'obscurité bleutée, des colonnes, des silhouettes lointaines. Tu deviendras sultan. Tu commanderas à 10 000 serviteurs. Tu auras des palais, des jardins, des enfants. Elle a souri, presque tendrement. Des enfants de moi. Mon cœur battait à tout rompre. Une partie de moi avait envie de se lever, de marcher vers cette ouverture, de dire oui sans condition. Et mon corps, ai-je demandé soudain. Dans ce monde-ci, ses yeux se sont légèrement plissés. Ton corps deviendra une enveloppe, un vaisseau pour l'un de nos serviteurs, un djinn mineur, loyal. Il prendra place dans ta chair, se comportera comme toi, en apparence. Et les gens, ils verront quoi? Son sourire s'est élargi, mais il y avait quelque chose de froid dedans. Ils te verront comme malade, un fou, peut-être, déconnecté. Personne ne l'écoutera, personne ne le croira. Il sera à nous. Toi, tu seras à moi. La pièce tournait. L'alcool, la peur, l'excitation se mélangeaient. Donc, si je comprends bien, ai-je murmuré, je deviens roi, en abandonnant mon corps à un djinn et en laissant les humains penser que je suis fou. Oui, a-t-elle répondu simplement. C'est un bon échange, non? Je me suis levé, chancelant, je me suis approché d'elle. Elle m'a laissé faire. Et si je refuse, ai-je demandé? Son visage s'est fermé un instant. Une ombre est passée dans son regard. Tu as déjà traversé la zone interdite, a-t-elle dit. Tu as déjà été marqué, au moins un peu. Tu peux refuser. Mais tu ne seras plus jamais complètement des leurs. Sa main s'est posée sur ma joue. C'était glacé et brûlant à la fois. Mentionne encore une fois mon nom. Sobre, et les portes s'ouvriront. Et cette fois, il n'y aura plus de retour. J'allais répondre, quand quelque chose a changé derrière elle. Un éclat de lumière loin, de l'autre côté de la fissure. Une lumière blanche, violente, qui se rapprochait. Liara s'est redressée, crispée. Non, non, pas maintenant. La fissure dans le mur s'est mise à vibrer. Une sorte de souffle silencieux a traversé mon salon. De la lumière blanche a jailli de l'ouverture, comme un phare dans la nuit. Elle n'était pas douce et chaude. Elle était brutale, pure, tranchante. Elle m'a ébloui,
m'obligeant à protéger mes yeux avec mon bras. J'ai entendu derrière cette lumière des pas réguliers, plusieurs personnes. Liara a reculé, les yeux plissés, les lèvres retroussées sur des dents étonnamment fines et longues. « Reste ici », a-t-elle ordonné, « ne va pas vers eux. » Des silhouettes se sont dessinées dans la lumière. 4 formes humaines, grandes, droites, entièrement vêtues de noir. Manteau long, chenilles sombres, visage caché derrière des masques sans expression. Lisses, blancs comme de la porcelaine, là où leurs yeux auraient dû être, il n'y avait que 2 fentes sombres. Ils ont traversé l'ouverture, comme on franchit le seuil d'une maison. Et soudain, ils étaient dans mon salon. La lumière blanche pulsait derrière eux, remplissant la pièce d'une clarté surnaturelle. Liara reculait encore, comme un animal blessé par ce simple contact lumineux. L'un des hommes en noir a levé une main dans sa direction. « Recule, Liara, fille de Dahar », a-t-il dit d'une voix grave, résonnante. « Cet humain n'est pas à toi. » Elle a poussé un cri qui a fait vibrer les vitres. Son visage, un instant, s'est déformé, laissant apparaître quelque chose de plus ancien, de plus monstrueux sous sa beauté. Ses cheveux se sont mis à flotter autour d'elle, comme s'ils étaient plongés dans l'eau. « Il a franchi la frontière », a-t-elle hurlé. « Il est venu sur notre territoire. Il est mien. Je l'ai choisi. » Un deuxième homme en noir a parlé, sa voix plus froide encore. « Il a traversé par erreur. Et tu as profité de son trouble pour le marquer. » Il a tourné la tête vers moi. Je me suis senti transpercé par un regard que je ne voyais pas. « Karim, n'est-ce pas ?» Entendre mon nom sortir de cette bouche invisible m'a paralysé. « Oui », ai-je soufflé. « Écoute-moi attentivement », a-t-il dit. « Tu n'es la propriété de personne. Ni des tiens, ni des siens. Tu peux encore choisir. » Liara a ri, un rire glacial. « Choisir, qu'est-ce que tu lui proposes, toi ? De retourner à sa petite vie futile ? Ses mails ? Ses humiliations ? » Elle s'est tournée vers moi, tendant une main. « Avec moi, tu seras roi. Avec eux, tu seras rien. » Les 4 hommes en noir se sont avancés d'un pas. En même temps, la lumière derrière eux a augmenté d'un cran, me forçant à plisser les yeux. Le leader a parlé. « Nous t'offrons ni trône, ni flatterie. Nous t'offrons de rester humain, avec tout ce que cela implique de douleur, mais aussi de liberté. » J'étais au milieu. Devant moi, Liara, magnifique, terrifiante, une promesse de puissance, d'évasion, d'amour tordu. Derrière, la lumière et ses silhouettes noires, austères, sans chaleur, sans promesse de gloire, mais étrangement, solides. « Tu es à moi, Karim », a chuchoté Liara. « Tu l'as senti dès que tu m'as vu. Tu n'as plus ta place chez eux. Tu es encore un des nôtres », a dit l'homme en noir. « Si tu viens vers nous maintenant, nous couperons le lien. Mais sache-le, tu garderas la marque. Et elle ne t'oubliera pas. » J'ai senti mes jambes trembler. L'alcool n'aidait pas. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un saint. Je suis juste un homme fatigué. Et ce soir-là, c'est ma fatigue qui a choisi. Je me suis tourné vers la lumière, vers les hommes en noir. Je veux rester humain, ai-je dit, la voix brisée. Liara a hurlé, un cri qui mélangeait rage, douleur et une sorte de déception dévastatrice. Traître! Les flammes bleues derrière la fissure se sont élevées d'un seul coup. Les silhouettes de djinns ont surgi dans cette ouverture, certaines essayant de passer à travers, repoussées par la lumière blanche. Les hommes en noir se sont rapprochés de moi. L'un d'eux a posé une main sur mon épaule. Sa main était chaude, étonnamment humaine. « Fermez l'accès », a ordonné le leader. La lumière a explosé. Tout mon monde est devenu blanc. Puis plus rien. Je me suis réveillé dans un lit. Un lit qui n'était pas le mien. Le plafond était blanc avec des néons. L'odeur était celle des désinfectants. Une perfusion dans mon bras. Une infirmière m'observait, un carnet à la main. « Vous êtes enfin réveillé », a-t-elle dit doucement. « Maintenant, ne bougez pas trop. »« Où suis-je » ai-je murmuré. « À la clinique Saint-Martin. On vous a trouvé inconscient. Vous avez été en observation. » La porte s'est ouverte. Un homme en costume sombre, la cinquantaine, a entrouvert la porte, a parlé à l'infirmière à voix basse, puis est entré, seul. Il avait des cheveux gris, des yeux sombres, une expression neutre. Mais je reconnus immédiatement quelque chose. Une impression, une familiarité effrayante. C'était l'un des hommes en noir, sans manteau, sans masque, mais je le sentais. « Bonjour Karim, dit-il. Je m'appelle Durand. Vous étiez... » « Chez moi, ai-je balbutié. Il s'est contenté de me regarder un instant.
Nous avons déjà parlé, en effet. Mais considérez cette conversation comme la première, officielle. Il s'est assis sur la chaise à côté du lit, joignant ses mains. Vous avez été inconscient pendant 3 jours. Vous avez fait de la fièvre. Vous avez parlé dans votre sommeil. Beaucoup. À propos de Liara, ai-je demandé. Un mince sourire triste a effleuré ses lèvres. Entre autres. Je me suis redressé, et c'est là que je l'ai senti. Une douleur vive à l'épaule droite. J'ai tiré sur la manche de la chemise d'hôpital. Sur ma peau, juste sous la clavicule, se trouvait une marque. Une cicatrice circulaire, légèrement en relief, d'un rouge sombre, en forme de œil stylisé, traversé par une ligne diagonale. « Qu'est-ce que c'est » ai-je soufflé. Durand a penché la tête. « Un scellement » a-t-il dit. « Un souvenir. La preuve que tu as été en contact avec eux. Et que nous sommes intervenus. »« Qui êtes-vous » ai-je demandé. « Vous n'êtes pas des docteurs. » Il a secoué la tête. « Nous sommes ce que certains anciens textes appellent les gardiens des seuils. Nous veillons sur les frontières, entre ton monde et le leur. » Il m'a regardé fixement. « Ce que tu as rencontré dans la forêt n'aurait pas dû s'ouvrir à toi. Ce que tu as fait, en l'appelant chez toi, aurait pu te condamner définitivement. »« Et Liara » ai-je demandé. « Qu'est-ce qu'elle était vraiment ?»« Une princesse d'une des cours des djinns, » a-t-il dit calmement. « Puissante, orgueilleuse, fascinée par les humains qui se sentent plus à l'aise dans les ombres que dans la lumière. Comme toi. » Les mots ont fait mal, parce qu'ils étaient vrais. « Tu l'aimes encore, non ?» a-t-il ajouté. Je n'ai pas répondu. Mon silence suffisait. « Nous avons coupé le lien principal, » a-t-il expliqué. C'est ce qu'a fait cette lumière. Mais les choses de son espèce ne renoncent pas facilement. Son regard s'est posé sur ma marque. Cette cicatrice brûlera parfois. Tu la sentiras chauffer, surtout la nuit, quand elle essaiera de te rappeler à elle. Je me suis senti glisser dans un mélange de terreur et de tristesse. Et, si je prononce son nom » ai-je demandé dans un souffle. Durand a serré la mâchoire. N'essaye pas. Les mots sont des portes. Certains noms sont des serrures. Tu as déjà été assez près du bord. Il s'est levé. Tu vas rentrer chez toi, Karim. Tu vas reprendre ta vie. Tu vas voir des médecins, peut-être, qui te diront que tout ceci n'est qu'une psychose, un délire. Ils auront tort, mais ce sera leur façon de t'aider. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Souviens-toi seulement d'une chose. Si un jour tu sens que tu vas céder, que tu vas la rappeler, pense à ce que tu abandonnes vraiment, et pas à ce qu'elle promet. Avant de sortir, il a ajouté. Tu n'es pas le premier. Mais j'espère que tu seras l'un des rares à ne pas retourner vers elle. Je suis rentré chez moi avec un sac plein de médicaments, quelques ordonnances et un tas de rendez-vous psychiatriques planifiés. Ma mère est venue me voir, m'a serré fort, a pleuré, m'a dit que Dieu m'avait sauvé. Samir a rigolé en disant que j'avais fait un burn-out mystique. Personne ne comprenait. Normal. Personne n'avait vu ce que j'avais vu. Les premières nuits furent un enfer. La marque sur mon épaule brûlait par vagues, comme si quelqu'un approchait une braise de ma peau. Quand je fermais les yeux, je voyais des fragments de Liara. Son regard, sa main, sa robe blanche tachée d'ombre, ses cheveux flottant dans le vide. Et parfois, j'entendais sa voix. Karim, un murmure, doucement, dans le coin de ma chambre, comme si elle était assise sur la chaise près du lit, invisible. Je n'osais pas répondre. Je n'osais pas prononcer son nom. Une nuit, je n'ai pas tenu. La marque brûlait si fort que j'avais l'impression qu'on m'enfonçait un fer rouge dans la chair. Je me suis levé d'un bond, haletant, transpirant. Le miroir de la salle de bain m'a renvoyé l'image d'un homme aux yeux cernés, au regard perdu. Derrière moi, dans le reflet, j'ai cru voir une silhouette blanche, floue, derrière mon épaule. Je me suis retourné. Rien. Mais quand j'ai penché la tête vers le miroir, j'ai vu, sur la buée qui commençait à se former, une phrase tracée du bout d'un doigt invisible. Je ne t'oublie pas. J'ai sailli vomir. Les semaines ont passé. J'ai essayé de vivre, de retourner au boulot, de rire aux blagues de Samir. D'avoir l'air normal aux yeux des autres. Mais tout semblait déphasé. Dans la rue, les gens me paraissaient fragiles, aveugles, endormis. Je regardais les lampadaires, en me demandant ce qui se passait juste derrière la lumière. Je fixais les arbres, en me demandant laquelle de leurs ombres cachait une porte. Une fois, en sortant du travail, en fin de journée, j'ai aperçu au loin, sur le trottoir d'en face, 4 silhouettes en manteau sombre. Debout, immobiles. L'une d'elles m'a semblé familière. Je venais de les voir, les hommes en noir, les gardiens.
Quand j'ai cliqué une seconde fois des yeux, ils n'étaient plus là. Je ne sais pas si je les ai vraiment vus, ou si mon esprit a voulu me rappeler qu'ils existaient. Une autre nuit, j'ai entendu frapper à ma fenêtre. 3 petits coups, réguliers. Tac, tac, tac. Je me suis levé, le cœur battant à tout rompre. J'ai tiré le rideau d'un coup sec. Sur la vitre, à la hauteur de mon visage, il y avait l'empreinte d'une main. Fine, longue, féminine. Une seconde, j'ai eu l'impression que la main était elle-même de l'autre côté, posée contre la vitre, séparée de moi par quelques millimètres de verre. Et dans le reflet, derrière mon propre visage, j'ai cru voir une paire d'yeux verts. La marque sur mon épaule a flambé, comme si elle venait de toucher une lame brûlante. J'ai reculé si vite que j'ai failli tomber. Ce n'est pas réel, ce n'est pas réel, ce n'est pas réel, me suis-je répété. Le lendemain matin, l'empreinte avait disparu. Mais le souvenir, lui, était bien là. Aujourd'hui, je raconte cette histoire, non pas pour qu'on me croie, mais pour ne pas être le seul à la porter. Peut-être que quand ma voix sera transformée en son, diffusée, entendue par des inconnus, elle cessera de tourner en boucle dans ma tête. Je sais que Liara existe. Je sais que les djinns et leur royaume existent. Je sais que les gardiens existent aussi. Dans un entre-deux, veillant sur ceux qui, comme moi, se sont approchés trop près du bord. Je vis avec une cicatrice en forme d'œil sur l'épaule droite, qui brûle parfois, surtout les nuits d'orage, ou quand je passe près d'une forêt. Et parfois, quand je suis trop fatigué, trop triste, trop ivre, je sens la tentation revenir. Un mot me monte aux lèvres, un nom. Le sien. Mais à chaque fois, je repense à la lumière blanche, à Durand. À ce qu'il m'a dit, à ce que je deviendrais, un roi sans corps, un esprit sans monde, un esclave de mon propre désir d'évasion. Alors je ravale le nom. Je pose la main sur ma cicatrice brûlante. Je ferme les yeux. Et j'essaie de rester humain. Même si, quand le vent souffle dans les arbres, et que la nuit est assez noire, j'ai presque l'impression d'entendre sa voix, très loin. Tu as choisi la lumière, Karim. Mais n'oublie pas, la lumière, aussi, a un prix. Et quelque part, dans un palais de flammes bleues, une reine des djinns est assise seule sur un trône d'os et d'or, les yeux verts tournés vers un point invisible entre nos deux mondes, répétant doucement « Je ne t'ai pas perdu, pas encore ».